l'Europe, il faut construire une Europe et lui donner une gouvernance politique digne de ce nom. La gouvernance publique est à rude épreuve. Et face à la réalité des situations, face à la mondialisation, la gouvernance a eu tendance à privilégier les conventions de langage et une certaine forme d'illusionnisme. On n'a pas voulu voir la réalité en face. La réalité, c'est quoi? Au plan économique, c'est une France qui, en 2011, a accumulé un déficit commercial de 70 milliards. Cela veut dire que collectivement, nous avons consommé 70 milliards de plus que ce que nous avons produit. Et d'année en année, ce déficit est en progression. Ça ne peut pas continuer. On a accepté de privilégier les consommateurs. On a permis à des grands Bretons de devenir les défenseurs des consommateurs. Mais à l'heure de la globalisation, ils ont pris à la gorge bien souvent les producteurs, et ceux d'entre eux qui pouvaient se délocaliser sont partis produire ailleurs. Il est temps de réconcilier les producteurs et les consommateurs, et de produire au moins l'équivalent de ce que nous consommons. C'est dans ces conditions que nous pourrons recréer de l'emploi. Le vrai pouvoir d'achat, c'est celui qui résulte du travail, et non pas la distribution d'argent public. Quand on distribue un supplément de primes de rentrée scolaire, je pense qu'on va créer plus d'emplois en Asie qu'en France. Le deuxième vrai sujet, qui est une offense à la raison et à la solidarité entre les générations, c'est l'ampleur de nos déficits publics. La dette publique en 1980, c'était 20% du produit intérieur brut. En 90, c'était 40%. En 2000, c'est 60%. À la fin de l'année 2012, ce sera 90%. Et si on y ajoutait les provisions à constituer dans le bilan de l'État pour subvenir aux retraites des fonctionnaires du régime général ou des régimes spéciaux, il faudrait ajouter pratiquement 1200 milliards supplémentaires. Et puis enfin, il faut donner à l'Europe une vraie gouvernance politique. Les 10 premières années de l'euro ont été 10 années folles. Il fallait faire l'euro, parce que nos pères de l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, première moitié du XXe siècle a été un déchirement abominable qui a failli faire disparaître l'Europe. Pour sortir de ces affrontements, de ces guerres, de ce drame, on a imaginé une Europe politique, mais d'emblée, les nationalismes s'y sont opposés. Alors on a fait une Europe économique, un marché commun. On l'a élargi, on l'a approfondi. On a fait un marché unique. Mais dans ce marché unique, quand il y a autant de monnaie que d'États membres, très vite, l'instabilité monétaire apparaît, les dévaluations compétitives, et vous vous souvenez de la fin des années 80, du début des années 90, dévaluations compétitives qui cassaient la croissance et détruisaient de l'emploi. Alors on s'est dit que pour faire la stabilité monétaire, il fallait la même monnaie pour tous les États membres, mais à une condition, c'est qu'on respecte une règle d'orthodoxie budgétaire. Parce que normalement la monnaie c'est une affaire d'État, et il n'y a pas d'État européen. Voilà, on avait fait un pacte de stabilité, on avait ajouté croissance, ça fait plus joli. On avait défini des règles, et dès qu'on a eu la monnaie, l'euro en circulation, les règles ont été transgressées, y compris par l'Allemagne et par la France. On a même admis la Grèce, qui n'aurait jamais dû être admise parce qu'elle ne remplissait pas les conditions. Mais comme elle était le berceau de la démocratie, on l'a admise. L'ayant admise, on aurait dû la surveiller comme on surveille le lait sur le feu. Ce qu'on a renoncé à faire, ce que la Commission européenne a renoncé à faire. Et ça a fonctionné ainsi. Et au fond, on n'était pas mécontents que les Grecs achètent un métro fourni par une entreprise française. Les Grecs trichaient, dissimulaient l'ampleur de leur déficit et de leur dette. Et ça a fonctionné comme ça pendant près de 10 ans, dans une espèce de gabegie générale.
C'est un problème de gouvernance. Eh bien, quand on fait une monnaie unique, on partage une souveraineté. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc donner à la zone euro un véritable gouvernement économique et financier avec un vrai ministre de l'économie et des finances de la zone euro, faute de quoi nous aurons, me semble-t-il, les pires difficultés. Parce que à l'intérieur de cette zone euro, il y a ceux qui vont très vite, qui font des excédents commerciaux, tels que l'Allemagne, 150 milliards, et puis ceux qui sont à la traîne, notamment la France, qui font 70 milliards de déficit. Et si on laisse perdurer ces déséquilibres, on risque d'installer le chaos à l'intérieur de l'Europe. Donc, pour résoudre ces difficultés, je crois qu'il faudra être pédagogue, cesser de se raconter des histoires et élire demain des députés, des femmes et des hommes, qui ne soient pas des opposants systématiques, qui ne soient pas non plus des soutiens complaisants du gouvernement. Je ne sais pas ce que sera le gouvernement demain, ça dépendra de la majorité. Mais ce que je sais, c'est qu'il nous faut des femmes et des hommes de la qualité de Michel et d'Isabelle, car ils incarnent le renouveau parlementaire dont la France et l'Europe ont besoin pour sortir de la crise. C'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui leur dire mon amitié et leur dire que combien je souhaite leur élection. Et je sais que leur élection dépend aussi de chacun d'entre vous. Et que vous avez constitué une magnifique équipe, vous êtes très mobilisée. L'Alliance centriste s'est dit on va pas aller sur plusieurs circonscriptions, on va en prendre une, là où on a de très bonnes chances de l'emporter. Et bien ça me permet de passer une très belle journée. Je m'efforce d'aller à la rencontre de nos candidats. L'Alliance centriste, qui, comme je vous l'ai dit, est un immense parti, présente 55 candidats. Donc je vais pouvoir aller rendre visite à 3 candidats sur 4. La semaine prochaine, je veux dire, dans une dizaine de jours, entre le 10 et le 17, si par hasard, Michel et Isabelle n'étaient pas élus au premier tour. Et ce que je crois, c'est qu'il y a urgence maintenant à refonder la famille centriste sur nos valeurs et que notre positionnement politique est au centre droit. Il faut être capable de reconstruire un parti politique qui, au moment des présidentielles, est capable de présenter un candidat à la présidentielle dont la perspective est d'obtenir au moins 20% des voix au premier tour. Sinon, on risque fort d'être marginalisé. Et quant à nos amis de la famille centriste, du Nouveau Centre, du Parti radical, et ceux qui sont partis à l'UMP, je pense qu'il est urgent de mettre les égos au congélateur et de privilégier la réflexion, d'essayer d'exprimer une vision du monde, des enjeux et des solutions pour en sortir. Nous avons tous les atouts pour réussir, mais l'art politique s'est égaré dans l'annonce. On fait des lois qui sont des véhicules de communication, qui créent de l'instabilité juridique. On multiplie les normes, les règlements que nos concitoyens ont du mal à comprendre. Et cette complexité-là est une source d'injustice et souvent d'échec économique. En tout cas, vous avez de très beaux enjeux ici. Rien ne sera facile. La vie n'est pas douce. Le ministre de l'Agriculture va être à l'épreuve puisqu'il se présente dans la circonscription de Sablé, dont le siège est LDC, et il va devoir s'occuper du dossier. Je pense qu'il y a urgence à restructurer, car vos grands atouts sont quand même la production, la pêche et la production agricole, mais aussi la transformation de ces produits pour leur ajouter le maximum de valeur avant d'aller le plus près possible des consommateurs. Et c'est dans ces conditions que vous pouvez créer des emplois, avec en plus des métiers d'art. On peut faire on a besoin de tapissiers talentueux pour des fauteuils de députés. C'est ça? Oui, c'est ça. Et des céramistes pour les papiers. Bon, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour la campagne que vous menez. Vous avez une équipe qui est motivée, très motivée, très ardente. Alors, j'attends comme vous l'élection de Michel et d'Isabelle. Merci Jean.